Ah, j'ai même pas préparé d'intro en fait dans ma vidéo. Qu'est-ce qu'on fait en tac-tac? En fait, il faut la phrase d'accroche sur le début de vidéo parce que c'est ça qui retient pas les personnes. Combien coûte une saison en sport automobile? On va répondre. Ah, c'est bien ça. Combien coûte une saison en sport automobile? C'est une des questions à laquelle on va répondre aujourd'hui. Vous nous avez posé beaucoup de questions sur Armada Racing. Aujourd'hui, on se trouve chez Armada avec mon coéquipier qui est du bon profil. Il m'a chouré mon profil. Il y a eu bataille pour avoir le bon profil sur la vidéo. Vous avez la Mercedes AMG GT4 derrière nous. On va répondre à toutes les questions que vous avez posées sur Instagram. On a fait une petite sélection et ça va parler projet, ça va parler argent, ça va parler plein de choses. Avant tout, si tu sais pas où tu as atterri, mais a priori, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais là où tu es. Je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile et cette saison, je vais rouler en championnat. Faut pas que je spoil là. Abonne-toi et mets ton plus beau pouce bleu. Jordan, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet sur une première question qui n'était pas destinée. Eh ben voilà, donc je suis pas prêt. Il y a Noah qui nous demande comment t'es venue l'idée de créer une écurie. En fait, si je vais commencer à y répondre et puis tu vas pouvoir enchaîner. On va raconter l'histoire qu'on a déjà racontée sur la vidéo au Castellet. Je t'invite à aller voir le MSA au Castellet sur les tout premiers pas de l'équipe. Il y a un an, je te contacte, je te suis sur les réseaux, je suis abonné. Tu me trouves beau. Bof. Et je te contacte sur les réseaux. Je suis à cette époque-là, je fais que du track day d'ailleurs, et je dois faire des baptêmes sur sport et collection. On me demande de faire des baptêmes, de mettre un pilote dans une de mes caisses. Naturellement, je pense à toi et je t'envoie un mail. Je présente un peu le truc, j'ai cet événement, est-ce que ça te dirait de faire des baptêmes dans une de mes caisses, machin. Il me dit ouais, ça m'intéresse, ça coûte 20 000 € la journée. À peu près. Et encore, je t'avais fait un prix. Ouais, je dis ça va, c'est pas très cher. Tu me dis ok, faut voir après, est-ce que si ça tombe sur un week-end de course, voilà. Et à cette époque-là, tu sais pas trop ce que tu fais, je crois. Et au final, ça s'est pas fait parce que ça tombait sur un week-end de championnat d'Europe. Donc tu me dis bah non, salut. On continue à discuter, puis du coup tu me suis. Ouais. Puis après, effectivement, je te suis. Et là, en fait, je tombe sur une de tes vidéos sur Facebook où tu roulais la GT2 RS au Castellet. Et je me dis, attends, le mec qui a une GT2 RS, il roule bien. Et s'il sait emmener une voiture de 700 chevaux, il saura emmener une voiture de 400 chevaux, grosso modo en GT4. Et je me dis, toi, tu as un bon profil pour faire un coéquipier qui va bien. Je t'envoie un message et tu me dis, grosso modo, ouais, on va y réfléchir. Je te propose des possibilités et tu me dis, plutôt que de faire chez quelqu'un d'autre, c'est con, on a les ressources, faisons-le nous-mêmes. Exactement, c'est ça en fait, et puis je te dis, il faut qu'on se rencontre. Je prends un train, je monte à Paris, on boit 2 verres ensemble, et puis l'écurie est née de là en fait. Ça a été très vite. En moins d'un an. Ben là en vrai, même moins que ça, parce que je monte à Paris pendant l'été, genre en juillet, un truc comme ça, et la Mercedes est commandée en août. Plutôt que de rouler chez les autres, pourquoi pas rouler chez nous? Armada, pour resituer, en fait, c'est tout un pot de préparation automobile avec beaucoup d'activités différentes. Aujourd'hui, vous faites de l'entretien, de la préparation. Ouais, tout à fait, mais mécanique esthétique. Covering, PPF, ligne sur mesure, programmation avec ouverture maintenant de Shift Tech Limoges. Qu'on a ouvert hier. Hier, donc c'était à folie. Ouais. C'était hier pour nous, et vous, quand la vidéo sortira, c'était il y a déjà un petit moment. Et donc, ouais, c'est un pôle de préparation complet, et la suite logique, finalement, même pour l'image de la marque. C'était d'aller mettre le pied dans la course automobile. Parce qu'en fait, en termes d'image, quand tu fais de la compétition, et voilà, tu sais montrer que tu sais préparer des voitures en compétition, c'est plus simple après de dire ouais, tu as une certaine légitimité quand tu as des clients qui t'amènent en GT3 ou leur Huracan STO à l'entretien. Prochaine question, Gilles VDS qui nous dit « Était-ce un rêve d'enfance de créer votre team ?» Alors, moi, non. Je te laisserai répondre, mais moi, c'était pas un rêve d'enfance parce que ça fait longtemps que je suis dans le sport automobile et à chaque fois je me disais mais attends c'est tellement spécifique, c'est tellement compliqué, vous vous rendez pas compte mais le milieu du sport automobile, enfin c'est vraiment un écosystème mais en même temps un truc vraiment de niche avec énormément de spécificité et à chaque fois je me disais des trucs trop spécifiques, je ferai jamais ce métier parce que c'est trop de contraintes, c'est beaucoup de prise de tête etc. Et en fait au fur et à mesure des rencontres de la vie, jamais dire jamais, on a eu cette opportunité là. Je te laisse y répondre du coup. Ouais, c'est ça, on a eu cette opportunité, on l'a choisi, on l'a saisi, on va dire. Après, moi, c'est pas un rêve en soi non plus. Moi, de rouler et de courir, oui, ça, évidemment, c'est un rêve. Aujourd'hui, la méthodologie d'y accéder en créant le team, elle est naturelle parce qu'il y a tout ça autour. C'est pas, je me lève le matin et je me dis, je vais créer un team. On a déjà une infrastructure qui fait du track day, on a déjà des choses autour de ça. Et pour accéder au fait de rouler,
c'était peut-être la voie la plus naturelle. Par rapport voilà. à les existants, des gens Exactement, la voie la plus naturelle. Donc non, c'est pas un rêve, mais ça nous apporte ce bonheur-là de rouler et de construire quelque chose de cool. Moi c'est pareil, en fait c'est un moyen, donc c'est pas une finalité de créer une équipe de course, c'est un moyen de faire ce qu'on aime. Exactement. STCTO qui demande quels sont les différents rôles des personnes dans le team, pilote, ingénieur, etc. Alors déjà on va parler de nous parce qu'on est là, donc Jordan et moi on sera pilote l'année prochaine. À savoir, Jordan, tu seras également team manager. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce sera sur une autre question. Mais tu vas avoir également le rôle de team manager, pas quand toi tu rouleras. Non, pas de double casquette, ça marche pas dans le sport auto. Quand Jordan sera sur un circuit, quand on roule ensemble, il sera vraiment concentré sur son job de pilote. Il a tout à apprendre, Jordan, ça va être sa première vraie saison complète en sport auto. Donc voilà, focus à 100% là-dessus parce que quand tu te disperses sur un week-end de course, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc pour répondre à la question, il y a Jordan et moi, on va être des pilotes. Il y aura d'autres pilotes dans l'écurie qu'on vous présentera ultérieurement. Et après, effectivement, l'équipe, je te laisse un peu répondre, mais du coup, effectivement, c'est composé d'ingénieurs, c'est composé de mécaniciens, et parle des gens qui sont dans l'équipe. Ouais, donc toi, évidemment, les pilotes, ça c'est ce qu'on voit le plus, le travail de l'ombre, effectivement, c'est des ingés, donc des ingés performance, des ingés data, qui relèvent, en fait, les data, ils récoltent les données de la voiture une fois qu'elle a roulé. Avec l'ingénieur perfo, il crée des setups en travaillant ensemble. Des mécaniciens évidemment, chefs voiture qui sont responsables de toute la mécanique qui est faite sur la voiture. Si jamais il y a un problème, on leur tape dessus avec la clé avec laquelle ils n'ont pas serré le boulon. Et ensuite, on a les mécaniciens qui sont là pour faire tout le travail classique. Donc mécanicien, chef voiture, ingénieur data, ingénieur perfo, team manager, pilote. C'est comme ça qu'on constitue un team. Et après, évidemment, grosse partie très importante, logistique. Donc nous, on aura un logisticien ou une logisticienne dans l'équipe pour gérer tout ce qui est les repas, les hôtels, les déplacements, parce que ça, c'est une partie énorme. Surtout quand tu pars sur France ou Europe, c'est des déplacements qui peuvent être longs, qui sont coûteux, qu'il faut gérer. C'est beaucoup de gestion, des imprévus, ce genre de choses. Donc il y a une personne, en gros, qui gère tout ça. Prochaine question, Lou Juge qui nous dit pourquoi le choix de la Mercedes et pas une autre marque? Alors ça, je vais y répondre. La Mercedes, c'était une vraie volonté de ma part. Comme vous le savez, j'ai roulé beaucoup de GT4. Et quand je dis beaucoup, c'est peut-être 80% des GT4 qui existent aujourd'hui. Et c'est la BMW M4 GT4, l'ancienne, la nouvelle, la Mercedes AMG GT4, la Toyota, l'Alpine, la Porsche aussi. J'ai vraiment essayé beaucoup de GT4 et la voiture qui est en fait le choix logique, c'est la Mercedes. Parce que la Mercedes, déjà, elle a un blason, c'est une belle voiture, ce qui fait qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de rouler dans des Mercedes plus que dans des Alpines ou dans des Toyota, par exemple. Ça, c'est sur l'aspect extra sportif, mais vraiment d'attachement à la marque et de rayonnement. Pour les partenaires, c'est important, les partenaires des pilotes et les partenaires de l'équipe. Donc il y a cette partie-là. Il y a toute la partie après sportive et où la Mercedes, c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente, extrêmement représentée dans les différents championnats dans le monde. Ça fait longtemps qu'elle existe, elle a été éprouvée la voiture. Et dans les différents championnats que j'ai pu faire, la voiture qui a le moins de problèmes sur une saison complète, c'est la Mercedes. Et en termes de perfo, même si elle ne sera pas forcément tout le temps en mesure de faire une pole position, elle va toujours être plutôt bien placée, et ce qui fait qu'avec la fiabilité et la constance sur la durée d'une course, la voiture elle sera performante sur un week-end de course et sur la durée d'un championnat. Par exemple, l'année dernière en GT4 Europe, il a fait des températures très élevées, on a eu des problèmes avec Toyota, l'Audi a eu des problèmes, la BMW a eu des problèmes, beaucoup de voitures ont eu des problèmes. Une des voitures qui n'avait aucun problème de fiabilité, c'était la Mercedes. Toi Jordan, tu as roulé avec la Mercedes au Castellet, il y a aussi cette partie-là, c'est qu'elle est facile de prise en main. La AMG GT4, c'est plus une voiture qui va être sous-vireuse à la limite, donc c'est-à-dire qu'on va perdre de train avant, ce qui fait que c'est une voiture, quand tu vas vraiment pousser, au final, tu arrives dans le signe, tu tournes, ça va tout droit. Donc en fait, c'est moins pire que si ça va tout droit que si ça pilote de l'arrière. Une Audi R8 GT4, pour aller vite, c'est un moteur central arrière, en fait, les limites sont plus compliquées à chercher, notamment pour les pilotes amateurs, ce qui fait qu'il y a une facilité de prise en main dans la Mercedes, et puis c'est construit comme une vraie voiture de course. Exactement, ouais, c'est boîte de vitesse de la GT3, freinage de la GT3, électronique de la GT3, ABS et TC, c'est réfléchi, c'est une voiture qui est éprouvée, c'est une très bonne caisse. Et moi, de mon côté, j'avais pas d'engagement particulier avec Armada, avec un constructeur. Moi, j'aime bien les Porsche, mais c'est personnel, j'aime bien les belles voitures, mais j'avais pas d'engagement avec le constructeur. On t'a beaucoup écouté là-dessus, et puis on en est satisfait pour l'instant. Souvent, en fait, il y a plein d'écuries qui sont obligés d'aller sur telle ou telle marque. Par exemple, quand c'est des concessionnaires Porsche qui vont faire rouler des voitures, ils vont pas faire rouler une Mercedes ou une BMW. De la même manière, par exemple, là, il y a l'espace bienvenu, je viens d'essayer la M4 GT4, c'est les concessionnaires BMW, ils sont obligés d'aller vers une BMW. Ils se posent pas la question est-ce que c'est la meilleure ou pas, en fait, c'est la voiture de leur marque. Et souvent aussi, ça dépend des partenaires, parce qu'effectivement, tu peux avoir un gros partenaire BMW qui va mettre 50 000 € sur la table, du coup, ou qui achète une voiture, ça te force un petit peu le destin. Nous, on n'avait pas cette contrainte-là, c'est-à-dire que ça nous a laissé le choix des possibles sur la voiture, et là, effectivement, on s'est juste dit quelle est la meilleure voiture à avoir.
Et du coup, le choix logique, c'était Mercedes. Réponse complète. Dimitri HB9, allez-vous rester en GT4 France ou allez-vous vous diriger vers le GT4 Europe? Première petite annonce du coup. Donc déjà on peut commencer par nous, notre équipage. Jordan et moi, effectivement on a fait la finale du championnat de France l'année passée au Castellet. Donc on est engagé en Pro Am, il y a plusieurs catégories. Il y a le Pro Am, il y a le Am et il y a le Silver, donc deux professionnels. Cette saison, toi et moi, l'objectif c'est d'aller vers le GT4 Europe. C'est l'objectif. Maintenant il y a encore certaines choses qu'on doit mettre au clair parce qu'en fait tu ne peux pas t'engager en GT4 Europe comme ça. Il faut du background parce que c'est un championnat qui est relevé. Il faut montrer que tu es capable d'y aller. Donc ça se passe avec la Fédé, avec SRO. C'est en cours. Mais logiquement, c'est là où on va aller. Il y a Sacha qui pose la question, est-ce que vous envisagez d'acheter une deuxième Mercedes? Oui, bien sûr, parce que du coup, vu les objectifs qu'on a et les programmes qu'on a, on est obligé d'avoir plusieurs voitures. Donc là, la deuxième est en cours d'arrivage. Et je dirais même que 3 voitures serait intéressant, vu qu'on va faire plusieurs programmes en France et en Europe, avoir une voiture backup. Dis-le, c'est parce qu'on n'a pas dit. Parce qu'il l'objectif, c'est d'avoir 2 voitures en Europe et 2 voitures en France. Donc gros objectif pour une première année. Ouais, c'est ça, on a de grosses ambitions d'aller sur 2 voitures et 2 championnats différents. Donc ce qui fait que parfois on a des dates qui sont relativement rapprochées. Il va peut-être nous falloir une voiture en plus en cas de gros problème. Si on n'arrive pas à y pallier, on a cette voiture backup derrière et qui servira aussi pour tout ce qui peut être contenu YouTube, influence, ce genre de choses, pour faire rentrer des personnalités. Peut nous permettre aussi, ponctuellement, d'avoir une 3e voiture si on veut pour certaines courses. Donc effectivement, là l'idée c'est d'avoir 2 voitures qui vont faire chacune 2 programmes, donc le France et l'Europe, et d'avoir potentiellement une 3e voiture qui va nous servir de voiture spare ou de voiture effectivement pour faire du contenu pour YouTube comme vous avez déjà vu et qu'on va continuer à reproduire pendant l'année. C'est Lian qui pose la question, qui m'a fait rigoler moi, est-ce que les performances de la voiture peuvent permettre de jouer le titre? Non, pas du tout. On a acheté une voiture vraiment parce que on s'est dit, bon la Mercedes elle est belle quoi. Non, du coup effectivement, on se moque pas de toi c'est Lian, mais c'est effectivement quand on a réfléchi le choix de la voiture, voilà, ça revient à ce qu'on a répondu tout à l'heure, mais c'est effectivement, on a réfléchi à la voiture qui est capable. Elle a gagné déjà. Elle a gagné plusieurs titres, c'est une voiture qui a gagné énormément de courses à travers le monde, donc c'est une voiture qui est prouvée encore une fois, et effectivement, la voiture en elle-même est capable de jouer le titre. Après, est-ce que notre équipage à nous va être en mesure de jouer le titre? Ça, on verra un peu plus tard, déjà dans les autres questions, on y reviendra un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Et bien d'ailleurs, c'est maintenant. Fahims Tiramisu. Très joli pseudo, qui nous dit quels sont vos objectifs cette saison? Nos objectifs déjà, c'est d'arriver à être performant, arriver à finir des courses, prendre de l'expérience, parce que l'année 1, il va falloir prendre de l'XP, il va falloir voir comment tout ce monde fonctionne. Si on peut monter sur des podiums, évidemment, on prend. Je pense que la vitesse sur un tour, bon, ben toi, on sait que tu l'as. Moi, je peux l'avoir, mais il va me manquer au début de l'XP, du comportement en course, ce genre de choses. Donc oui, il va falloir que j'assimile beaucoup de choses. Et ensuite, une fois que ça se sera assimilé, on verra où tout ça nous mène. Je ne dirais pas qu'on a des objectifs, se dire là il faut qu'on gagne, là il faut qu'on fasse ça. Il y a des équipages qui sont en place depuis longtemps, qui ont plus d'expérience. Nous on arrive ici, on est très humble par rapport à ça. Et après par contre, si on arrive à avoir une pointe de vitesse et que tout se met bien en place, on espère monter sur des podiums et faire des belles courses cette année. Ouais. De toute façon, sportivement, on a vu, et c'était aussi l'objectif de l'engagement à la finale du Castellet en GT4 France. C'était un test. C'était un test. Pour nous, pour l'équipe, etc. Et en fait, ça a été au-delà de nos attentes, comme vous avez pu voir dans la vidéo, où effectivement, on a terminé les 2 courses. On a terminé bien les 2 courses, donc plus haut que des équipages qui sont là depuis beaucoup d'années, plus haut que des équipes qui sont là depuis beaucoup d'années. On a vu qu'effectivement on pouvait faire quelque chose, exactement. Mais on a vu aussi, on a mis en lumière pas mal de points négatifs et c'est bien de les avoir mis en lumière sur cette finale-là parce que c'est des points négatifs que, ok, tout de suite on sait qu'ils sont là. Dès la première manche de la saison 2023, on ne reproduit pas ça. Donc c'était un vrai test grandeur nature. De toute façon, c'est du haut niveau. Donc le haut niveau, ça passe forcément par des phases d'apprentissage. Ouais, parce que c'est nouveau. Et donc effectivement, il y a eu des choses qui sont moins bien passées, d'autres qui sont bien passées. Ouais. Et après, sur la partie vraiment bien passée sportive, c'est qu'effectivement, tu vois, le Paul Ricard, en plus c'est un circuit que tu connaissais très bien, tu as été performant sur le week-end. Tu vois, à un moment donné, il y a un pilote amateur qui t'a passé, qui était un des plus rapides en piste à ce moment-là, tu as réussi à tenir. Après, ce qui manque aujourd'hui à Jordan dans son approche de la course, c'est qu'il débute, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, il y a une gestion de course, c'est-à-dire d'être performant du premier tour au dernier tour, sans relâche, d'être tout le temps concentré dans la pit lane par exemple, d'être pareil, hyper focus systématiquement. Donc voilà, donc nos objectifs, en termes réellement sportifs, je pense que notre équipage sera un bon équipage Pro-Am. Après, bien évidemment, que vu que c'est un équipage naissant,
il y a beaucoup de choses à construire et que quand on est là contre des équipages qui sont là depuis plein d'années, des équipes qui sont depuis plein d'années, on verra ce que ça donne. On va prendre des courses une par une. Et puis voilà, Jordan, tu connais pas Monza? Non, je connais pas Monza. Il y a quelques circuits, il y en a 3 que je connais pas en Europe, donc il va falloir les apprendre, il va falloir faire de la simu, il va falloir les travailler, il va falloir faire plein de choses. Et après, pour les objectifs de l'équipe de manière générale, on essaie de composer les meilleurs duos pour aller jouer des choses dans les catégories dans lesquelles on va être engagé. C'est-à-dire que si on fait un duo Pro-Am, on veut que ça puisse jouer des résultats Pro-Am. Si on joue sur le tableau du AM, on veut que ça joue devant AM, etc., etc. Ça règle toujours? Si tu me dis que ça règle plus. Je prends le canapé, je le lance. Sbarl qui me dit, est-ce que tu prends moins de risques à rouler dans ta voiture que celle d'un autre team? Non. Non, là, tu mets le casque, tu roules, tu fais la course. Donc non, toi... Moi non plus, et puis moi je roule avec des voitures aussi de série, même des voitures que pas forcément prêtes, enfin presque, peu importe. Non, je pense qu'on a l'âme d'un racer et dès qu'on met le casque, on est là pour rouler vite. Et Léo Venant qui nous dit comment ça se passe pour réparer les dégâts sur la voiture lorsqu'un crash survient entre deux équipes. Et donc là, on va commencer à parler un petit peu argent. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand il y a un accident en piste, c'est pas comme quand il y a un accident sur la route. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est chacun pour sa pomme. Même si tu te fais découper en deux par un concurrent. Découper en deux, il y a une flaque d'huile que tu peux pas éviter. Peu importe ce qui se passe, en fait, c'est chacun sa casse. Effectivement, tu arrives, tu freines pas, tu t'emportes 10 voitures, et chacun sa casse. C'est la dure loi du sport automobile. Qui casse paye. Et si tu te fais casser, tu payes aussi. Donc les voitures sont assurées. Il y a des montants assurés qui ne couvrent pas la totalité du montant de la voiture généralement. Parlons chiffres. Une voiture, là ça va intéresser les gens et je pense que c'est intéressant de le savoir. Une GT4, ça vaut environ 200 000 €. Ça vaut environ 200 000. Voilà, environ 200 000 € hors taxe. Il y en a un tout petit peu moins cher, un peu plus cher aussi, mais c'est à peu près ça. Au niveau des assurances, les primes d'assurance, ça va environ pour les week-ends de course autour des 5 000 €. Disons que c'est à peu près ça. Le capital couvert de la caisse, c'est toujours entre 60 et 80 000 € couvert, hors taxe de dommages, pas plus. Et les franchises, c'est aux alentours des 15 000 €, hors taxe toujours. Donc, évidemment, si tu pulvérises la voiture, tu fais un chèque de 15 000 à ton assureur, il t'en rend 60, 70, 80 et basta. Si tu as plié la voiture entière et qu'elle vaut 200 000, là malheureusement, c'est pour ta pomme, plutôt pour la pomme du pilote. Et sachant que là, ça peut paraître des gros chiffres, mais en fait, quand tu réfléchis sur du GT3, les franchises maintenant, c'est 30 000 € et c'est des voitures qui valent 500 000 ou 600 000 €, quoi. Donc effectivement, faut que tout le monde en soit conscient, c'est quand tu fais de la compétition, tu as un réel risque financier. C'est ce qui fait que parfois, tu as des équipages qui existent en cours de saison et en fait, il y a eu un accident, deux accidents. Ton budget que tu avais prévu pour ta saison a été cannibalisé par les frais de réparation et du coup, tu arrêtes. En cours de saison. Guillaume qui nous pose la question, est-ce qu'on va avoir un nouveau covering? La voiture derrière nous, elle est grise, elle est plus multicolore. Elle est plus multicolore. Le multicolore, c'était du one shot, c'était pour faire une belle déco. Vous avez beaucoup aimé, elle a vraiment marché cette déco. Beaucoup de chouettes retours, ça fait vraiment plaisir. On l'a travaillé et tout, même avec un designer, donc c'est cool. Après, c'est une déco qui permettait pas de placer de partenaire non plus. La visibilité sur la voiture était limitée pour tout ce qui peut être partenaire et on sait qu'on a besoin de partenaires, on en parlera dans les questions suivantes. Donc oui, la déco, là la voiture est revenue dans sa configuration d'origine, il y aura forcément une nouvelle déco. Il y a un choix qui doit être fait au niveau des couleurs de l'équipe, parce que là on a fait un choix complètement bariolé, mais ce ne sera pas notre code couleur ni notre charte graphique pour l'année 2023 et les années suivantes. Donc là on est en plein dedans. Quoi qu'il arrive, on veut que ce soit très identitaire, parce qu'on ne veut pas de ces voitures qu'on voit rouler, qu'on n'arrive pas à identifier. L'avantage de la voiture avec laquelle qu'on avait au Castellet, c'est qu'elle était identifiable du premier coup d'œil. Et en fait, on veut que ça reste la thématique d'Armada Racing, qu'on repère les voitures, que ce soit sur une déco plus simple ou compliquée, mais au moins qu'on la repère d'un premier coup d'œil. Et puis là aussi, on réfléchit à une façon de vous impliquer, que vous passiez encore plus partie du projet. Vous savez que sur la chaîne, je vous montre vraiment les coulisses et j'essaye vraiment de casser un petit peu la barrière qu'il peut y avoir entre les spectateurs et le pilote et l'équipe de course. Et là, on s'est dit, et vous allez nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse, en fait qu'on ouvre. On va arriver avec un cahier des charges, avec les sponsors obligatoires qui doivent être présents sur la voiture, une mini charte graphique, peut-être avec des couleurs, etc. Et qu'en fait, après, vous ayez tout un champ d'action où vous nous proposez vos livrets. Et en fait, à la fin de ça, on va choisir une livrée qui sera posée peut-être sur l'ensemble du championnat, une course spécifique. C'est encore en réflexion. Et voilà, dites-nous ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est vraiment un moyen sympa de vous intégrer, que vous fassiez vous aussi partie de l'équipe concrètement.
en ayant réalisé cette décoration. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en virtuel et qui se défoncent et qui font des trucs très très bons en virtuel. Et je me dis ça peut être très cool en fait, plutôt que d'avoir ta voiture en virtuel également qui va rouler pendant un week-end de course officielle. Exactement. Vu que là en plus elle a déjà été faite en virtuel, celle avec laquelle on a roulé. On a vu ça, c'était génial. Et merci d'ailleurs aux gens qui l'ont réalisé, ça fait plaisir. Un grand merci à Fred qui l'a réalisé pour Assetto Corsa Competition déjà. Ouais, effectivement, elle était sur iRacing et sur Gran Turismo 7. Encore une fois, la déco a beaucoup plu, donc c'est vraiment cool. C'est ça, et l'idée c'est de faire l'inverse, d'arriver avec la communauté à peut-être créer une belle déco et de la mettre dans le réel. Donc dites-nous en commentaire si ça vous chauffe qu'on fasse quelque chose ou si pas spécialement, et puis nous on réfléchit à une décoration de notre côté. Alors là, on va répondre à la question du titre de cette vidéo. C'est Spans Art qui nous pose la question: combien coûte une saison en GT4? Alors soit on l'a fait watch time, on va prendre 1 milliard de chemins divers et variés avant de répondre, soit on dit qu'une saison en GT4, en fonction de ton nombre d'essais, de journées de roulage, des pneus, etc., en fonction des équipes, c'est entre 250 000 et 320 000 euros. Voilà. Donc ça, les 300 000 euros, grosso modo, c'est pour un équipage, donc à répartir après entre deux pilotes. Et ça, c'est vraiment clé en main. C'est-à-dire que ça comprend la location de la voiture à l'année. Donc la voiture ne t'appartient pas, mais tu loues ta voiture à disposition toute la saison. L'inscription au championnat, toute équipe technique, tous les pneus, à savoir qu'un train de pneus sur ce genre de voiture, c'est environ 2 000 euros hors taxe. Voilà, et que par week-end, tu en passes 3. Ça, c'est hors entraînement et hors essai supplémentaire que tu peux avoir avant les week-ends de course. Donc déjà, tu passes 25 trains de pneus neufs dans l'année. Donc voilà, c'est vraiment clé en main, c'est-à-dire que le pilote qui est le client de l'équipe arrive et tout est géré pour lui. Et la seule chose qui reste à sa charge, c'est ses déplacements. Tu as quelque chose à ajouter ou pas? Pas grand-chose. Zoran qui nous dit: est-ce qu'il y aura des sponsors sur la voiture? Oui. Oui. Oui, il en faut. Parce que justement, pour réunir ces budgets-là, en fait, ça passe par des partenariats. C'est-à-dire que soit les pilotes se financent en fonds propres, ce qui reste une minorité des pilotes de manière générale. Mais souvent, effectivement, c'est beaucoup plus financé par le sponsoring et le partenariat. Donc en fait, ça va être des entreprises. Donc il y a tout un réel travail des pilotes sur lequel on ne communique pas de manière générale assez, où en fait, pendant les intersaisons, donc en fait à la fin de saison vers octobre, entre octobre et février, où les pilotes partent à la recherche de partenaires. C'est un travail qui fait toute la saison, mais réellement encore plus en fin de saison, pour savoir où ils vont rouler l'année d'après, où en fait là c'est de la recherche de partenariat. Donc aussi bien sur la partie pilote, mais également sur la partie équipe. Nous c'est pareil, on a cette volonté d'aider les pilotes qui vont venir rouler chez nous en amenant un budget qui est pris en charge par les partenaires que Armada Racing Division va pouvoir avoir. Donc c'est vraiment un travail collectif, parce qu'effectivement vous avez vu que le sport automobile ça coûte cher, et encore là on est sur des budgets de 300 000 euros. Dans du sport automobile à ce niveau-là, en fait, c'est limite pas cher. C'est un peu indécent de dire ça. Pour vous situer en monoplace, donc en F4, ce que vous avez pu voir par exemple dans le Grand Prix Explorer, pour ceux qui découvraient la F4 avec le Grand Prix Explorer, une saison complète en France, c'est environ 150 000 euros par pilote pour le coup. En F4 Italie, c'est déjà 350 000 euros. En F3, c'est de 800 000 à 1 million d'euros. Et en F2, donc l'antichambre de la F1, c'est entre 1,7 million et 2,5 millions en fonction de l'équipe, des entraînements, etc. Donc au final, quand tu vois 300 000 euros pour un niveau aussi élevé qu'en GT4 France ou Europe, c'est beaucoup d'argent. En même temps, dans le sport automobile, c'est pas tant que ça. Et du coup, oui, il y aura des sponsors sur la voiture qui vont être soit des sponsors, déjà les sponsors du championnat, qui eux sont là obligatoires avec des emplacements prédéfinis. Il y a trois axes. Il y a les sponsors du championnat qui sont obligatoires, les sponsors team que nous on va aller chercher, qui vont mettre de l'argent dans l'équipe pour avoir de la visibilité, et les sponsors pilotes. Donc il faut des emplacements sur la voiture pour tout ça. Les emplacements sont prédéfinis par le championnat pour les sponsors du championnat. Nous on définit en gros l'emplacement des sponsors team, et ensuite on laisse de la place sur l'auto pour les sponsors pilotes, parce que les pilotes, quand ils vont amener ce budget de 150 ou 200 000 euros ou moins pour rouler, ils vont les financer avec des partenaires, avec des sponsors. Et du coup, il va falloir que ces partenaires et ces sponsors, ils les aient en visibilité sur l'auto, et il leur faut de la place pour ça. Et notre déco d'avant, ne laissez pas de place pour ça. Voici aussi pourquoi on va la refaire. Et généralement, en fait, la taille et les emplacements dépendent du budget que tu amènes. C'est-à-dire qu'un partenaire qui va amener 60 000 euros sera mieux servi qu'un partenaire qui va amener 20 000 euros, ce qui est logique. Ouais, il aura évidemment de la visibilité et aussi des prestations complémentaires, des invitations sur le week-end de course, des baptêmes dans la voiture, c'est plein de choses à voir avec le team, tout ce genre de choses. Des contreparties. Donc nous, en tant qu'équipe, si vous voulez nous aider, vous envoyez un mail à l'adresse qui apparaît ici. Si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est là que ça se passe. James qui demande: est-ce que c'est difficile de créer une équipe? Oui et non. C'est-à-dire que pour
tout un chacun, c'est très difficile. C'est que tu t'aventures pas, tu te dis pas du jour au lendemain, tiens, je vais créer une équipe de course. Exactement. Tu te lèves pas le matin en disant que tu vas faire ça. Si tu n'as pas la compétence, la connaissance de base, bah, en fait, tu vas pouvoir y arriver, mais ça va être énormément de contraintes, énormément d'argent et beaucoup de difficultés. Après, l'avantage que nous on a eu, c'est pour ça que ça a fonctionné à la base, c'est qu'en fait on avait chacun notre registre de compétences et en fait bah, vous avez vu, là on est chez Armada et Armada bah, c'est d'abord des infrastructures. Donc en fait vous avez toute la partie structurelle qui était déjà existante. Donc en fait bah, avoir une voiture de course qui est là, au final ça change pas grand chose de pas d'avoir des voitures de série. C'est une organisation qui est différente, mais en termes de structure, la structure était déjà là. Et après, bah, encore une fois, il y avait toute ma partie de consultant sportif avec mon expérience du GT4, comment acheter une voiture, quoi faire, comment on structure une équipe. Toi, tu avais déjà l'expérience aussi en compétition. On a également Simon en interne qui avait l'expérience là-dedans. Qui est notre responsable technique, qui a fait 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus, de WEC, donc de championnat du monde d'endurance, qui a de l'expérience dans le sport automobile. Donc en fait, c'est pareil, toute cette salade-là, elle fonctionne et elle n'est pas si compliquée à mettre en place parce que les acteurs de ce projet ont déjà chacun leur champ de compétences. En le réunissant, on peut faire une équipe de course. On n'est pas trois potes qui jouent au poker et on se dit on va faire une équipe de course. Après, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez jouer au poker, vous lancer, vous nous direz où ça vous mène. Et dans la suite logique, Maxence qui pose la question, combien ça coûte de créer une écurie? C'est difficile à quantifier, c'est une question qui est loin d'être bête, elle revient souvent. Déjà, tu prends le prix des voitures, qui est d'à peu près 200 000 € hors taxe par voiture, t'en mets deux. Ensuite, tu mets un smearmork pour mettre tout ce petit monde dedans. Smearmork environ. Ça dépend de la taille et si tu as une partie réceptive à l'avant, mais un bon smearmork, ça vaut 200 000 aussi, minimum, plus 300 d'ailleurs. Donc tu mets ça en plus. Ensuite, il faut payer les gars, il faut avoir l'infrastructure. Donc nous, on a la chance de l'avoir déjà, mais tu as un loyer, tu as des choses, c'est une vraie entreprise en fait. Tous les outils, les panneaux de stand. Ouais, bien sûr, les panneaux de stand, ça coûte très cher, quasiment 30 000 € pour avoir des beaux panneaux de stand, pour mettre des outils ou des télés dedans. Enfin, c'est des choses qui peuvent être astronomiques. Les chandelles pour mettre sous la voiture, pour la faire tenir debout sur une GT4, c'est 1 000 € la chandelle, il y en a 4. En fait, c'est des investissements pour une entreprise, il faut le raisonner comme ça. Et l'investissement pour faire rouler deux voitures en championnat de France et d'Europe avec une équipe et tout, il faut compter à peu près 1 million d'euros. J'y vais avec une grosse louche, mais dans l'idée, c'est à peu près ça en investissement. Et après, tu as des retours sur investissement, évidemment, parce que tu loues les voitures et les baquets. Donc, il faut le réfléchir comme une entreprise. Ouais, en fait, il y a vraiment des valeurs. C'est pareil, ta voiture, c'est un actif dans ta société, c'est un actif qui est amortissable, qui a un prix de revente. Enfin voilà, c'est vraiment une économie qu'il faut penser dans sa globalité. Pierre Florent qui nous dit explication brève du business plan du team. Ça reprend un peu la question d'avant. Le business plan, c'est de l'achat de matériel de voiture et de la location. En fait, c'est ni plus ni moins que de la location de voiture et une prestation de service. Voilà, le pilote, lui, il vient louer une prestation chez Armada ou chez un autre team et ensuite on lui met en face de sa prestation une voiture et des gens à disposition et tout un système. C'est ce qu'Armada faisait déjà avant la partie compétition sur du track day. Vous faisiez ça avec des GT3 RS, avec du Nissan GTR. Qui nous appartiennent et qui sont loués. Shititi, pensez-vous courir dans d'autres catégories à l'avenir? Alors déjà, c'est une question qui m'est revenue très souvent. De manière générale sur Instagram, vous allez faire quoi après, etc. Les gars, on commence, on fait un double programme, GT4 France, GT4 Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écuries qui commencent, elles vont faire des plus petites catégories, de la Clio Cup, de la Midget, etc. Là, on arrive déjà avec des très grosses ambitions. Laissez-nous faire un peu nos armes en GT4. Bien évidemment, par contre, on a de l'ambition et que je pense, quand on est compétiteur, donc ça rejoint un petit peu ça, c'est que l'idée de notre association aussi, c'est de voir long terme. Long terme, si l'écurie fonctionne comme on a envie qu'elle fonctionne, on tend à imaginer du GT3. Mais on est aux portes de la catégorie Rennes. Aujourd'hui, la catégorie Rennes étant le GTE, le GT Endurance, et passant GT3 dans un an. Oui, le GTE, c'est ce qui fait les 24 heures du Mans. Voilà, c'est les voitures qui ont les formes de voitures les plus évoluées possibles et les plus rapides possibles. Les GT Endurance, en dessous il y a le GT3 et le GT4. Le GTE disparaissant, le GT3 va être la catégorie Rennes. On est à une porte de la catégorie Rennes mondiale de la voiture GT. Donc cette porte, si tout se passe bien, on compte la pousser. Ouais. En tout cas, effectivement,
il y a plein de choses qui se passent en GT3 et aussi le choix de Mercedes est un peu logique par rapport à ça parce que effectivement, vous savez, j'ai roulé avec un Mercedes AMG GT3. Donc en fait, dans notre plan de construction, le GT3 fait partie des idées qu'on a en tête. Et Laurent qui nous pose une question très gentille. Comment aider votre écurie, des actions ou autres? Vous avez été nombreux à nous dire que vous souhaitiez participer. Donc il y a la partie vraiment sponsoring d'un côté pour les entreprises. Donc ça, c'est une chose. Et après, vous, en tant que particulier, comment vous pouvez aider l'écurie? Déjà, vous pouvez l'aider en la supportant. C'est-à-dire en vous abonner à la page Instagram Armada Racing Division, à lui donner de la force, on a bien carburé déjà là. Faut pas croire, ça nous aide vraiment dans le sens où quand tu vas avoir des partenaires et que tu leur vends une visibilité, si tu as 20 followers et si tu as 20 000 followers, tu leur vends pas la même chose. Donc en fait, en mettant votre petit pouce, un petit like, un commentaire de soutien, montrer que la communauté elle est là, elle est présente. Déjà vous nous aidez à votre niveau, après vous pouvez faire plein d'autres choses, mais ça part de là et faut pas croire que c'est juste pour la forme, ça nous aide. Vraiment. Donc vraiment dans les diffusions l'année prochaine, enfin cette saison, des courses, dans le chat, je vais voir tous d'entre vous là supporter à fond Armada Racing, tu vois. Déjà ça va être hyper cool. Et puis après, concrètement, on se pose la question, et ça c'est pareil, on va faire appel à votre avis, vous nous dites si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'un financement participatif. Si vous voulez prendre part, encore une fois, et renforcer un petit peu votre implication dans l'équipe, c'est ce que ça vous dit qu'on fasse un financement participatif avec des contreparties pour lesquelles on pourrait réfléchir, qui serait par exemple du merchandising. Vous avez posé question, est-ce que vous pouviez vous procurer par exemple les vêtements? Ça pourrait faire partie des contreparties qu'on met en place, ou des accès au week-end de course, en immersion. Du sticker, plein de choses, on peut imaginer plein de trucs. En fait, c'est des discussions qu'on a en ce moment, et c'est des réflexions qu'on a en ce moment, mais on a envie d'avoir vos retours là-dessus, savoir si c'est quelque chose qui vous motive, qui vous intéresse, et si c'est le cas, notre réflexion sera encore plus profonde sur ce qu'on peut mettre en face. Tu vois, un truc bête et méchant, mais ça pourrait être hyper stylé. Je crois que c'était Porsche qui avait fait ça à l'époque, où en fait ils avaient recouvert, pour leur 1 million d'abonnés sur Facebook, ils avaient mis 1 million de noms de tous les gens sur Facebook, je crois. Ouais. Ils avaient fait quelque chose comme ça. Mais en fait, ça pourrait être quelque chose comme ça, où on se dit, si vous êtes 200 000, bon c'est beaucoup, mais bon, peut-être 20 000 à 10 euros, en fait on fait une voiture complètement avec vos noms sur la voiture. Nous, ça peut vraiment nous aider, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être géniales. Pour nous, ça représente une belle somme, et pour vous, ça représente un truc qui est cool. Vous mettez vraiment la main à la pâte et vous apportez un truc à l'écurie. Ce sera encore plus votre voiture, ce sera encore plus votre équipe, quoi. Donc dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, et puis si oui, comment? Qu'est-ce que vous avez en tête? Ça peut nous donner. Ça peut donner des idées. Merci. Également dans cette considération d'inclusion de la communauté, Olivier Lille qui nous demande, est-ce qu'on recrute des stagiaires? On va ouvrir de manière plus large, est-ce qu'on recrute de manière générale? Oui, bien sûr, on recrute de manière générale. L'équipe là, on est aux portes des championnats et tout, donc là on a déjà constitué une partie de l'équipe, mais on recrute toujours. On a une adresse qui s'affiche aussi là. On essaie de tout centraliser parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur Insta, dans des commentaires, dans plein de trucs. C'est pas facile pour nous d'aller piocher à droite à gauche. Si vous êtes vraiment intéressé, prouvez-le en envoyant votre candidature à ce mail-là, parce que nous, ça permet de centraliser le truc et se dire, ah ouais, on a des profils intéressants qui arrivent là, plutôt que de piocher partout. Mais oui, stagiaire, mécano, ingé, on est toujours, plus on a on va dire de cordes à l'arc, meilleur on arrive à tirer. Donc du coup, ouais, on recrute. Stagiaire et plus grand que ça. Alexis qui nous dit, peux-tu nous donner les dates des courses et comment regarder les courses en live? Alors pour regarder les courses en live, c'est simple, la chaîne YouTube GT World, que ce soit pour championnat de France ou pour championnat d'Europe, c'est en streaming, c'est en direct, donc tu as les 2 courses du week-end qui sont retransmis et les qualifications. C'est là où je vous dis justement que vous pouvez participer dans le chat, soutenir à fond Armada Racing Division. Et sur les dates des courses, tu as le calendrier français qui apparaît là, tu as le calendrier européen qui apparaît là. Et après, il y a une dernière question que je t'avais cachée, de LG Kart, et je te laisserai répondre. Parce qu'il me l'a caché. Qui pose la question, Jordan est-il plus beau que toi? Les commentaires, toujours, on les lit beaucoup. Donc là, du coup, c'est pas moi qui répondrai. Moi, j'ai mon avis sur la question, hein, vous savez, donc en plus, je suis du bon profil. Donc, de ce côté-là, normalement. Jugez, vas-y, mets-toi là-bas. Voilà, à vous de juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. On avait décidé de faire cette vidéo parce qu'on a eu beaucoup de questions de manière générale sur Armada, et ça permet aussi un petit peu à vous qui suivez la chaîne depuis longtemps de vous permettre de voir un petit peu où j'en suis là dans ma carrière, parce que j'ai fait beaucoup de choses cette année. J'ai roulé aussi bien en GT4 Europe avec une Toyota, j'ai roulé en GT4, en Porsche Cup, en prototype en Amérique, j'ai roulé en Mercedes AMG GT4 à la fin d'année. Donc voilà, la saison prochaine, nous on sera engagés dans une des voitures d'Armada Racing. Le but de cette aventure, c'est que ça aille le plus loin possible, que ce soit sur un plan de carrière long. Donc je nous souhaite beaucoup de réussite, j'espère que cette aventure vous plaît aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets ton plus beau pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et puis nous on te dit à bientôt en piste. Ciao.
merde, tu m'empêches de réfléchir. Il est là depuis midi et demi hier. Hein. Si tu avais préparé 1/10 du quart de ce que j'ai préparé. Bah, j'ai construit un bâtiment. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. J'ai construit un bâtiment, mis des voitures. Et Je m'en bats les couilles, moi je suis du bon profil. Alors.